Hello les livresques, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec le mot. Toujours un plaisir de vous retrouver afin de vous partager nos rencontres. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons pour vous l'écrivain et essayiste Gikassa Koumba pour discuter de son essai L'opportunité économique inexploitée du Gabon, le contenu local dans l'industrie pétrolière. Dans cet essai, Gikassa Koumba explore comment le Gabon, malgré ses abondantes ressources pétrolières, n'a pas pleinement exploité son potentiel économique en intégrant les acteurs locaux dans le secteur pétrolier, bien sûr. À travers toutes ces propositions novatrices, l'auteur met en lumière les défis, les opportunités et les solutions pour promouvoir le développement économique durable au Gabon. Vous ne manquez pas cette belle discussion fascinante sur l'économie gabonaise autour de la question de l'industrie pétrolière. Clap sur l'auteur. Bonjour Gikassa Koumba, bienvenue dans notre émission Portrait livresque. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette noble émission. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir aujourd'hui de parler de votre texte L'opportunité économique inexploitée du Gabon, le contenu local dans l'industrie pétrolière. Mais avant tout, on veut connaître notre invité qui a 30 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière. Mais avant tout, Gikassa Koumba, où avez-vous fait vos études? Quand je parle des études, je vais au primaire, lycée et l'université. D'accord. Donc, j'ai fait des études primaires à Port-Gentil, dans une école publique, l'école primaire Sainte-Thérèse, à la Balise. Et ensuite, après, j'ai fait mon collège à la Ponda, à Port-Gentil toujours. Et après mon collège, je suis venu à Libreville, au lycée technique national Omar Bongo. J'ai fait un bac scientifique et technique. Après ça, je suis allé faire des études d'ingénieur en France. Je me suis spécialisé en génie informatique. Oui, mais qu'est-ce qui a motivé ce choix de filière? Mais en fait, à l'époque, quand on était jeune, on nous disait souvent que bon, de pouvoir travailler dans les grandes sociétés, c'était mieux. Je dirais que c'est essentiellement ça qui m'a motivé. Et puis, j'étais assez à l'aise Dans ce domaine. Dans ce domaine, et donc ça m'a pas posé. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous partager concernant les années lycée? Les années lycée, ouf. Ça remonte? Ouais, ça remonte, mais je disais que oui, pourquoi pas. En fait, surtout quand on était, moi j'étais à l'internat quand j'étais à Libreville, parce que mes parents étaient à Port-Gentil. Et je dirais que dans les anecdotes, je pourrais par exemple mentionner que j'ai appris à danser le rock quand j'étais à l'internat. Donc entre garçons, et on était entre nous, c'était les garçons qui faisaient les cavalières et nous les hommes on faisait les cavaliers, et c'est comme ça là à l'internat avec les autres. Mais est-ce que ça reste encore resté il y a des marques quelque part? Non, bien sûr. Ah ça, ok, d'accord. J'ai aucun problème. Le jour où vous voulez danser le rock. Non, les livres. Oui. On ça toujours. Je reviens toujours là-dessus avec les invités. D'accord. Savoir un peu, est-ce que vous êtes au contact de l'objet livre? Oui, non, bien sûr. On est au contact avec les objets livres. Finalement, un peu très tôt. Nous, on avait la chance à Raponda particulièrement, même si les noms de classe à Raponda avaient des noms d'auteurs. Donc, vous aviez la quatrième, Maramai, Mango Betty et tout ça. Donc, toutes les classes avaient des noms d'auteurs africains. Donc, c'est ça qui nous a plus ou moins, je dirais, dans un premier temps, permis de connaître, parce qu'il y avait des gens qui écrivaient des livres. Mais à part ça, c'est des contacts un peu comme ça, ici et là, mais pas vraiment très structurés, parce que vous savez, les bibliothèques, c'était maintenant un peu plus tard. Quand je faisais mes études supérieures, c'est vraiment là où j'ai pu vraiment voir de manière assez concrète ce que voulait dire une bibliothèque, avec la diversité des livres qui étaient. Par exemple, quand je faisais mes études, un endroit où j'allais souvent en France, c'était, ils appellent ça la grande bibliothèque de Beaubourg, qui se trouve à Paris. Et là, vous avez des étages et des étages de livres. Et c'est là où vous pouvez vraiment réaliser que le monde du livre est un monde qui existe et qui est vivant. Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier que vous affectionnez? Non, pas. Moi, je suis pas, en fait, ce serait pas. Dans les généralités, en fait. En fait, ce serait pas vrai que je dise que j'ai une affection pour les textes. Non, en fait, moi, je suis arrivé dans le domaine du livre un peu plus comme ça par hasard, c'est-à-dire que ce sont des situations un peu particulières. L'une d'elles est il y a à peu près, je dirais en 2016, il y avait
Par contre, je suis très, comment on appelle, très impressionné par les gens qui aiment les livres. Moi, je vais donner un exemple. Je connais quelqu'un qu'on appelle Sylvie, je sais pas si vous la connaissez. Oui, oui. Voilà, Sylvie, et, on a travaillé ensemble. Et je suis un peu ce qu'elle fait au niveau de son association. La bibliothèque INIA. INIA, voilà. Donc, et son projet, par exemple, c'est un projet tellement génial. Et quand je travaillais encore à Chelles, je l'avais invitée à Damba. Elle était venue avec Monsieur Rudin. Et c'est d'ailleurs là où j'ai finalement réalisé qu'on avait des auteurs. On sait qu'il y a des auteurs gabonais, mais quelquefois il faut les voir. Si vous ne les voyez pas, ça paraît comme une chose théorique, quoi. Donc c'est là où je l'ai vu la première fois. Et c'est là-bas à Damba, comme j'étais responsable des relations extérieures, que j'avais pris la décision de dire que bon, tiens, puisqu'on était en train d'inaugurer une bibliothèque, que la bibliothèque porterait le nom de Monsieur. Donc que les enfants comprennent que on a des auteurs gabonais, il y a des gens qui écrivent. Donc moi c'est plus de l'affection pour les gens qui écrivent, pas que moi j'ai une affection particulière. D'accord. Concernant la dédicace, il y a votre oncle, j'espère que je vais bien prononcer, Boas Mouding Maberi, que vous dédicacez le texte. Et quelle est la relation que vous avez eu avec votre oncle? Oui, en fait c'est quelqu'un de, vous savez, dans les familles Pounou, les oncles sont très importants. Ils jouent pratiquement le rôle du père, parce que en fait la succession se fait du côté de la mère. Et donc ce monsieur-là, c'est un monsieur qui s'est occupé de moi et quand j'étais jeune, et c'est par exemple la personne qui m'a permis d'aller faire mes études en France. Et quand j'étais au lycée, j'habitais avec lui et à son contact, j'ai pu en fait apprendre beaucoup de choses, notamment ce que censé être un homme, la responsabilité d'un homme, la rigueur, la discipline, le travail. Beaucoup de ces choses, c'est à son contact que j'ai pu les apprendre. Donc, un modèle, hein? C'est un vrai modèle pour moi et d'ailleurs, j'invite vraiment beaucoup de gens à essayer souvent de trouver, même dans sa famille, on n'est pas obligé de les trouver très loin. Moi, c'était très particulier, mais je suis sûr que ces personnes existent. On a besoin d'avoir des modèles pour pouvoir avancer. Et moi, c'était mon modèle. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faisait. Je parle là-dedans, par exemple, moi, c'est quand je le voyais aller dans les chantiers, quand il construisait les maisons, que j'allais avec lui. Bon, moi, je le suivais, hein, je ne faisais pas, mais le fait de le voir lui-même donner des instructions aux employés, de leur demander de faire attention, de corriger les erreurs qui étaient faites, et bien moi, comme ça, là, j'apprenais de lui. Merci. Les livresques, voilà, on est ici avec Gikassa Kumba. Dans la première partie, nous avons découvert la biographie de notre invité. On se place à la deuxième partie de notre émission pour parler de ce texte qui nous réunit aujourd'hui. Tout de suite, juste après le générique. Gikassa Kumba, aujourd'hui auteur, essayiste surtout, parce que vous entrez dans la scène littéraire avec un texte très théorique, l'opportunité économique inexploitée du Gabon, le contenu local dans l'industrie pétrolière. Un titre assez long, Pourquoi vous avez aujourd'hui décidé d'écrire sur l'industrie pétrolière? En fait, d'abord, il y avait une très forte envie de partager. Expérience. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière, c'est finalement l'industrie qui rapporte la plus grande partie des recettes de l'État. C'est presque plus de 50% des recettes de l'État viennent de l'industrie pétrolière. C'est donc une industrie qui a un impact énorme sur la vie économique. Et je me suis dit qu'avec l'expérience que j'ai pu avoir, pas une expérience purement, je dirais, locale, hein, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler ailleurs, en Asie, j'ai travaillé au Sénégal et au Mali, j'ai travaillé en Hollande, j'ai travaillé au Nigeria. Et donc ça m'a permis de voir comment cette industrie pouvait transformer les autres pays. Et donc je me sentais le devoir moi-même ayant travaillé là-dedans de dire mais qu'est-ce que je peux donner aussi aux autres. Et donc je me suis dit, en expliquant un tout petit peu aux autres qu'on pouvait tirer beaucoup plus que ce que nous tirons aujourd'hui du pétrole, c'est ça qui m'a essentiellement motivé pour écrire ce livre. Bien sûr. Donc sur la première de couverture, les livresses qu'on pouvait constater, on a la carte du Gabon. Et juste là-haut, on a achat des biens et des services du Gabon. Ensuite, nous avons la gabonisation des emplois, développement des compétences, fabrication locale et
prix et propriété des entreprises. Ouais. C'est fait à dessein? Oui, effectivement, c'est fait à dessein. Ça, c'est plus ou moins ce que le contenu local permet de faire. Donc là-dedans, c'était aussi une façon pour moi, pour même ceux qui ne veulent même pas lire le livre, de comprendre tout de suite c'est quoi l'objectif. Bien sûr. Donc en lisant simplement ça, on comprend que si on développe une politique de contenu local, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des Gabonais qui soient propriétaires d'entreprises. Bien sûr. Ça veut dire que, bon, certains outils ou certaines choses que nous utilisons dans l'industrie pétrolière, nous devons les fabriquer localement. Dans les sociétés, nous devons avoir plus de Gabonais, pas simplement les ouvriers, mais aussi les gens qui dirigent l'entreprise, qu'on puisse avoir des Gabonais. Et ça veut dire que quand on achète des biens, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, et d'ailleurs c'est peut-être bien d'expliquer ça aussi, la raison pour laquelle on appelle ça le contenu local, ça vient du fait que dans l'industrie pétrolière, la plupart du temps, la plupart des achats et des services viennent de l'étranger. Donc quand on développe une industrie pétrolière, on fait venir des équipements qui sont très chers, on fait venir des personnes. Et dans le contenu local, l'idée c'est de dire, mais comment plutôt que de faire venir toutes ces choses-là de l'étranger, les personnes, les biens et les services, comment on fait en sorte que ce soit produit sur place, bien sûr. Okay. Et là, le titre même, à la suite, on voit le contenu local dans l'industrie pétrolière, l'urgence d'agir maintenant. Pourquoi vous avez ajouté l'urgence d'agir maintenant? Parce que vous avez 30 ans d'expérience aujourd'hui. Pourquoi on doit agir maintenant? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment? D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie pétrolière est une industrie qui est assez ancienne. Hein. Donc, les premières production de pétrole, en fait, l'exportation de pétrole date de 1958, donc c'est quand même une ancienne industrie. Mais cette industrie, si vous voulez, en termes de production, c'est-à-dire le volume de production de pétrole produit, a atteint son apogée en 1997. En 1997, si vous voulez, on produisait au Gabon 370 000 barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en produit à peu près 200 000. Donc, on est passé de 370 000 à 200 000. Donc, l'urgence d'agir, c'est parce que à part le fait que la production baisse, on a aussi de plus en plus beaucoup d'autres pays africains qui produisent du pétrole. Donc, c'est ce qui veut dire que les investisseurs étrangers ont maintenant beaucoup plus d'endroits où ils peuvent produire leur pétrole. L'autre chose aussi, c'est que dans les pays occidentaux, il y a une très forte, une très forte envie de ne plus utiliser le pétrole comme ressources premières, parce qu'ils estiment que le pétrole pollue, etc., etc. Donc, à cause de tous ces risques, ce que j'explique aux gens, c'est qu'il faut que nous puissions, maintenant que nous avons encore une industrie qui est d'une taille assez importante, il faut que nous fassions ces changements-là maintenant. Parce que si nous le faisons au moment où l'industrie-là rapporte plus grand-chose, les choses qu'on pouvait faire avec l'argent qu'on a aujourd'hui avec le pétrole dans une dizaine, quinzaine d'années, pour agir. Si nous ne faisons pas ça, eh ben, on aura du mal. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que avant, moi j'ai eu une chance extraordinaire parce que comme je travaillais pour des compagnies comme Shell, ces sociétés sont en train de partir. Et ces sociétés formaient des cadres de très haut niveau. C'est-à-dire des gens qui étaient des directeurs. Moi, quand j'étais au Nigeria, j'étais directeur informatique au Nigeria. Donc on nous formait, pas simplement pour être un exécutant ici au Gabon, on nous formait pour pouvoir travailler dans n'importe quelle compagnie du monde. Donc, ces ressources-là sont aussi en train de partir. Là, je parle des ressources locales. Et si on ne les utilise pas, elles ne pourront pas transmettre ce qu'elles ont apprises aux nouvelles générations qui, elles, n'ont pas cette chance d'avoir des compagnies internationales. Elles ont maintenant des petites compagnies pétrolières qui, elles, offrent moins d'opportunités de développement pour les cadres gabonais. Donc, on va souligner ici que vous partez d'une approche comparative pour des expériences donc du Ghana, de l'Angola, le Nigeria et le Sénégal. Oui. Pourquoi ces pays? En fait, d'abord parce que ce sont des pays qui ont, dans le domaine du contenu local, sont des modèles. C'est tous des pays modèles. Donc, l'idée, c'est de dire que le Gabon peut regarder tous ces pays-là pour voir comment ils font, pour essayer de faire les mêmes choses chez nous. Et je citerai particulièrement le Sénégal parce que je pense que c'est l'exemple qui est le plus approprié pour nous. Parce que pour faire une politique de contenu local, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire des lois. Et le Nigeria est un pays anglophone, donc la structure des lois est un peu différente de la nôtre. Hein, francophone. Voilà. Et donc, l'Angola est un pays lusophone, hein, donc c'est encore une autre façon d'écrire les lois.
Donc pour nous, vraiment, le modèle le plus simple, le plus pratique, c'est celui du Sénégal. Hein. Donc, et ces pays-là, pour vous donner même encore l'exemple du Sénégal, un pays comme le Sénégal vient tout juste de découvrir le pétrole, mais leurs pratiques sont aujourd'hui déjà beaucoup plus avancées que le Gabon, alors que nous, on est là depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, et qu'on avait même déjà commencé le contenu local avant qu'eux ne commencent leur exploitation. Mais vous, comment vous avez fait pour identifier cette opportunité économique inexploitée? Mais moi, en fait, si vous voulez, je dirais que la chance que j'ai au-delà de... c'est d'avoir voyagé. Je pense que quand on voyage, on voit comment les autres font. On peut donc comparer. Là, je ne parle même pas des pays qu'on a cités. Effectivement, j'ai travaillé au Nigeria, donc j'ai pu voir ça. Mais j'ai aussi pu le voir au Brunei, j'ai aussi pu le voir dans les autres pays. Donc, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a fait dire que nous pouvons le faire. Et au Gabon, nous pouvons le faire aussi au Gabon. Et je pensais qu'en écrivant ça, je pourrais susciter un débat. Et je voudrais aussi rappeler ici que la discussion sur les questions pétrolières n'est pas en soi une discussion technique. Beaucoup de gens pensent que c'est technique, mais ça ne l'est pas du tout. La réalité, c'est que le pétrole est une ressource qui produit des richesses. Et la discussion sur qu'est-ce que nous devons faire de cette richesse pour qu'elle profite au maximum dans le développement économique et social du pays n'a rien de technique. Les choix que les gens peuvent faire, c'est des discussions que tous les citoyens devraient avoir. Ce n'est pas des ressources qui appartiennent à une personne, elles appartiennent au pays. Donc, comprendre comment ces ressources-là, qui sont les plus importantes, aident notre économie est une discussion parfaitement normale pour tout citoyen. La réalité, c'est que si vous allez au Sénégal, les discussions sur combien d'argent a rapporté le pétrole dans le budget de l'État est une discussion parfaitement normale que les députés ont. La discussion de comment on peut mieux faire pour tirer profit de l'industrie est une discussion publique et ce n'est pas une discussion technique. Et je ne sais pas si on se rend compte que par exemple sur un budget en prenant un chiffre vraiment grosso modo de 3 000 milliards de francs CFA, le budget de l'État, en admettant que ça c'est tout l'argent de l'État, ben, si vous avez 1 000 milliards qui viennent du pétrole, on n'a pas besoin d'aller savoir exactement comment le pétrole est produit, hein, mais on peut discuter des 1 000 milliards. On peut dire, mais les 1 000 milliards là, comment on les utilise? Est-ce qu'on le met dans l'éducation? Est-ce qu'on le met dans, comment on appelle, dans la construction des routes? Hein, d'accord, par exemple. Hein. Donc on peut discuter de ça. Et puis ensuite, on peut se poser la question aussi de la même façon, mais ok, cette industrie-là fait venir des groupes qui viennent avec des compétences incroyables. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans une compagnie pétrolière, vous allez pas simplement produire au pétrole. Vous allez, je pensais par exemple, la gestion des projets. Vous savez, pour pouvoir faire un projet pétrolier, c'est des projets souvent très difficiles. Certains projets, on va construire une plateforme en mer et c'est en mer qu'on fait la production de ce pétrole. Non, on développe des capacités à organiser des projets et à réaliser des projets très difficiles. On construit une plateforme en mer et faire une route sur terre, on peut très facilement voir ce qui est plus difficile à faire. Mais maintenant, on peut aussi en même temps imaginer les gens qui sont impliqués dans ces travaux-là, pour regarder comment on construit les routes. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire les routes plus facilement? Est-ce que la construction de la route ne serait pas l'espèce de mythe que nous avons tous, que c'est très compliqué à faire, alors que en réalité, c'est simplement une question de gestion de projet. Et ces compétences-là, on les trouve dans les compagnies pétrolières. Bien sûr. Donc là, on va prendre la page 23 et vous nous parlez ici d'une gouvernance de l'industrie pétrolière à améliorer pour impulser un développement économique et social durable. Et là, vous nous citez 3 institutions de l'État qui gèrent les ressources pétrolières au Gabon. On a le cabinet du président de la République avec son conseiller en charge du pétrole, le cabinet du Premier ministre avec le chef de département en charge du pétrole, le ministre du pétrole et son administration, notamment la direction générale des hydrocarbures. Est-ce que vous pouvez, avec parcimonie, nous citer les rôles et les missions exactes de ces 3 institutions? Justement, là en fait, en les citant, l'idée de les citer, c'est d'abord de montrer que les centres de décision sont nombreux et les missions quelquefois se chevauchent,
Et quelquefois, c'est même très difficile pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur de vraiment bien articuler la gouvernance. Ce qu'on appelle une gouvernance de manière générale, c'est comment on organise la décision. Une gouvernance, on peut avoir une gouvernance, pour faire simple, vous pouvez mettre un système de gouvernance dans une entreprise pour décider du recrutement. Donc vous allez dire, OK, pour faire le recrutement, on a des équipes techniques qui reçoivent les CV, et qui les analysent et qui font une première sélection. Une fois qu'on a choisi les 3 meilleurs candidats, on emmène les 3 candidats et là on va sur l'organe de décision, c'est-à-dire l'organe de gouvernance, qui va maintenant dire, OK, on a reçu les 3 candidats, voici les différents critères, nous on veut choisir candidat A, candidat B ou candidat C. Ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que aujourd'hui la gouvernance, c'est-à-dire les structures de décision sont complexes et qu'elles ont besoin d'être simplifiées pour pouvoir être plus efficaces. Alors donc c'est un peu l'idée, et c'est pourquoi j'ai fait volontairement exprès de les citer pour montrer qu'il y avait beaucoup de centres de décision. Et quand vous avez beaucoup de centres de décision, c'est beaucoup plus compliqué de savoir quand il y a des difficultés, où la difficulté se pose. Là, je me pose la question de savoir en quelque sorte quelles sont les actions concrètes que le gouvernement, voilà, gabonais, pourrait prendre pour favoriser l'implication des acteurs locaux. En fait, déjà, vous savez, l'implication des acteurs locaux, j'en parle un peu dans le livre pour dire que, au final, c'est toujours une volonté. Je pousserai même le bouchon pour dire que c'est même pas une volonté politique. Parce que quand on met le mot politique, très souvent les gens, quand tu dis politique, on ne sait pas finalement c'est quoi. En réalité, c'est d'abord une volonté des personnes. Il faut qu'on ait de plus en plus d'acteurs locaux qui veulent s'impliquer dans l'industrie pétrolière. Donc, si on a des acteurs locaux, même si c'est compliqué, c'est déjà ça à la base. Parce que ce sont ces acteurs locaux qui vont aller voir les gouvernements pour dire, mais nous aussi on peut faire, donnez-nous les permis, donnez-nous les contrats, etc., etc. Donc, je dirais que vraiment, la première chose à faire, et c'est pourquoi j'en parle aussi ici, et c'est pourquoi je veux créer le débat, c'est de qu'il y ait le maximum d'acteurs possibles qui veuillent entrer dans cette industrie, qui veuillent fabriquer pour les sociétés pétrolières, qui veuillent fournir des services pour les sociétés pétrolières. Il faut que nous ayons ces acteurs. Parce que si on n'a pas ces personnes, avec en plus les compétences, on ne pourra pas faire ça. Donc on sera toujours dépendant des sociétés étrangères. Vous avez eu des entreprises, voilà, qui sont arrivées. Vous avez eu cette grâce d'être formé par ces entreprises et d'aller travailler ailleurs. Mais aujourd'hui, on va au Gabon, on a ce qu'on appelle QHEC, qu'on va parler de qualité. Je crois que c'est ça, qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Mais est-ce que aujourd'hui au Gabon, ces jeunes-là est-ce qu'ils ont vraiment la formation pour répondre aux besoins sur le terrain? Il y en a qui Parce qu'il ne suffit pas de dire que oui, on va créer des emplois. Oui, non, il y en a. Mais en fait, si vous voulez, je voudrais pas mélanger les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont formés, même très bien formés, ça existe. Surtout, moi, dans lequel je travaille, on a beaucoup de gens qui ont mon profil. Bon, mais ça veut pas dire que parce que vous avez travaillé dans une entreprise comme ça et que vous avez même eu l'expérience, que vous avez forcément envie de créer une entreprise. Parce que la création d'une entreprise, c'est encore une autre étape. Mais par contre, travailler, oui, il y a beaucoup de gens qui sont formés et qui sont capables de travailler dans les entreprises. Mais il faut qu'on stimule, et c'est un peu, je reviens toujours sur les modèles, il nous faut créer le maximum de modèles d'entrepreneurs locaux pour qu'ensuite d'autres jeunes suivent et soient inspirés par ces personnes. Donc, c'est pourquoi, par exemple, quand je parlais des modèles, vous allez au Nigeria, ils sont très déterminés à faire en sorte que ce soit eux-mêmes qui puissent produire. Donc, c'est pourquoi je parle de volonté, même si on n'est pas bon au début, mais si vraiment la volonté est là, on a envie de faire, on ira chercher les personnes qu'il faut pour faire ce qui est à faire. Je continue toujours, voilà la page 25 avec toujours les sociétés, mais là cette fois-ci les sociétés pétrolières et étrangères contrôlent la production nationale et l'industrie. On observe un remplacement des grands groupes pétroliers internationaux au profit de sociétés étrangères plus petites, spécialisées dans l'exploitation de petits champs avec des coûts et des investissements réduits, notamment dans l'exploitation, ce qui se traduit par des investissements moindres dans la formation et le développement des cadres locaux. Un mot dessus.
Oui, en fait, ce que je veux expliquer, c'est la différence entre les compagnies internationales que moi, dans lesquelles j'ai travaillé, qui étaient des grands groupes internationaux et qui avaient donc des standards, surtout en termes de développement, qui étaient très élevés. Donc, ces entreprises, comme elles opéraient dans le monde et que la plupart d'entre elles étaient aussi cotées sur les marchés boursiers européens, avaient donc des attentes très élevées envers leurs cadres locaux. Et donc, elles favorisaient, pour ceux qui étaient les plus brillants, comment on appelle, la mobilité du personnel, qu'elles aillent continuer à développer leur expertise ailleurs. Or, le profil des nouvelles sociétés qui sont venues un peu après et qui reprennent les anciens champs qui étaient opérés par ces anciens majors, elles ont une approche totalement différente. Ce qui les intéresse, c'est de produire et gagner de l'argent. Et donc, à la fin, elles forment des cadres, mais ce n'est pas souvent des cadres qui ensuite elles n'ont pas, je dirais, l'exposition nécessaire. Parce que là, vous vous adressez à une industrie internationale. Hein, c'est pas une industrie qu'on fait juste là au Gabon. Hein, c'est une industrie où, une fois que vous avez produit, vous devez vendre à l'étranger. Et souvent, comme vous dépendez aussi de beaucoup de choses qui viennent de l'étranger, les matériaux, quelquefois même les compétences, quand vous faites des opérations très spécialisées, vous devez donc avoir cette, comment on appelle, cette ouverture d'esprit pour pouvoir faire ce genre de choses. Et là, pour aller un peu plus loin, vous parlez de la gestion du changement. Oui. Voilà, la gestion du changement est nécessaire pour réussir. Juste lire un paragraphe, voilà. La transition vers une intégration plus robuste du contenu local exige une gestion du changement efficace. Les gouvernements, les sociétés pétrolières et les entreprises autochtones doivent collaborer étroitement pour mettre en œuvre des politiques et des pratiques qui favorisent activement l'inclusion et le développement local, des mécanismes de communication clairs, des formations sur les nouvelles normes et des incitations à la collaboration peuvent faciliter ce processus complexe. Voilà. En fait, je vais un peu revenir sur les entreprises autochtones. D'accord. Ce que nous, on appelle une entreprise autochtone, c'est une entreprise qui appartient à des Gabonais autochtones. Ce que nous, on fait la différence entre Gabonais autochtones et Gabonais parce que beaucoup d'étrangers peuvent avoir la nationalité gabonaise. Donc, eux, c'est pas les autochtones. Il y a des gens qui ne sont pas, qui débattent un peu sur l'utilisation du mot autochtone, mais on l'a choisi volontairement pour faire la distinction entre un entrepreneur gabonais qu'on appellerait Ndonga ou Boulégui, avec un entrepreneur libanais ou qui a la nationalité gabonaise, pardon, ou un entrepreneur français qui a la nationalité gabonaise. Donc, on pense que pour ces entreprises, Gabonais de souche. Voilà, pour ces entreprises ont besoin d'un accompagnement particulier. C'est pour des raisons très simples. Elles ne partent pas elles n'ont pas le même point de départ. Vous savez, la culture de l'entrepreneuriat ou la culture d'entreprise, ce sont des cultures qui existent dans les autres pays depuis très longtemps. Nous commençons pour juste ça. Et même quand on regarde le Gabon, la plupart des gens travaillent pour l'État. Donc, le rêve de beaucoup de gens, c'est de travailler pour l'État. Il y a très peu de gens qui travaillent et qui disent non, moi je travaille pour créer mon entreprise, pour que demain mon entreprise se développe. Et même quand ils pensent à l'entreprise qui se développe, très peu de personnes sont capables de voir des grandes entreprises. Ils voient souvent des petites entreprises ou des petites structures. Oui. Donc, il faut absolument que ce sujet de l'entrepreneuriat autochtone soit pas géré comme quelque chose de simple parce que elle fait appel à d'autres problématiques qui sont quelquefois liées aussi à la nature des personnes. Je veux dire, c'est pourquoi moi j'ai voulu utiliser le mot changement, c'est pour surtout souligner le point que c'est aussi la façon de penser. Et ça, on ne peut pas en fait l'aborder comme ça là, sans qu'il y ait une compréhension très intime de la société qu'il doit avoir un changement. Il faut que les gens disent je préfère créer mon entreprise que travailler pour l'État. Oui, je préfère créer mon entreprise que travailler pour quelqu'un d'autre. Il faut que je sois prêt à payer le prix qu'il y a pour pouvoir créer une entreprise. Ils acceptent que c'est difficile, ça prend du temps, ça prend de l'énergie avant de réussir. Et c'est pourquoi je tiens aussi vraiment au mot utilisation, gestion du changement, parce qu'il y a vraiment du changement à faire si on veut que ça marche.
Les livresques, nous sommes là avec Gikassa Kumba. Nous parlons de l'opportunité économique inexploitée du Gabon, le contenu local dans l'industrie pétrolière. Si vous nous prenez en cours, c'est l'essai qui nous réunit aujourd'hui. Donc, c'est un essai dans lequel l'auteur, ici, Gikassa Kumba, montre le potentiel inexploité dans l'industrie pétrolière. Il ne fait simplement que lancer un appel, Oui. voilà. Un appel, donc, aussi passer à l'action, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans, mais qu'on le fasse maintenant. Bien sûr, comme on dit souvent, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Donc, c'est avec Gikassa Kumba que nous en discutons. Mais on va continuer, bien sûr, avec une autre partie, parler de gérer les principaux risques des projets de mise en œuvre du contenu local. Quels sont les principaux risques liés à la mise en œuvre d'une politique du contenu local national, exactement. D'accord. En gros, mais vraiment pour parler de manière simple, il faut déjà que les autorités ou les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre du contenu local comprennent qu'il y a des risques. C'est pas et d'ailleurs la gestion des risques, ça fait partie d'une activité importante pour réaliser quelque chose. Hein, donc les risques, il y en a plusieurs. Il y a déjà le fait qu'il faut que vous ayez un État qui soit déterminé à vouloir mettre en œuvre cette politique du contenu local. Il nous faut des Gabonais qui soient compétents pour pouvoir mener ces activités. C'est pas tout simplement de dire oui, moi je suis entrepreneur, etc. Exactement. Voilà. Si on vous donne un contrat, il faut que vous puissiez l'exécuter, que vous puissiez respecter, comme on appelle les exigences du travail qu'on vous a demandé. Et je reviens encore là, même sur certains sujets. Hein, vous savez, des choses comme respecter les délais, comment on appelle oui, respecter ses engagements, c'est absolument essentiel. Parce qu'il faut comprendre que l'industrie pétrolière est une industrie très, très, très exigeante en termes de performance. Juste simplement pour illustrer ça. Le pétrole est produit tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. C'est pas comme si on a produit un peu aujourd'hui, on arrête demain. Non. Et donc, moi, je fais souvent le parallèle. Comment avec la production d'eau et d'électricité. Je dis, mais le Gabon ne mange pas, ne boit pas le pétrole. Comment ça se fait qu'on arrive à produire 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année le pétrole, mais on n'arrive pas à faire ça pour l'eau, on n'arrive pas à faire ça pour l'électricité. D'accord? Et là, ce que je voudrais en fait souligner encore, et j'en parle un peu dans mon livre, c'est ce qu'on appelle les compétences qui sont transversales. Les compétences qui sont transversales, ça veut dire que moi, Madame ESG, quand je sais qu'il y a des industries qui font ça, je peux me poser la question, mais comment eux, ils arrivent à faire ce genre de choses? Bon, bien sûr, les gens vont vous donner des réponses, oui. Souvent, j'entends, nous tous là, dans le public, oui, c'est la saison sèche, donc il y a eu moins d'eau, tout ça. Les compagnies pétrolières ont aussi des contraintes. Et donc, la question, c'est comment elles font? Est-ce qu'elles ont des réserves? Quand il y a la saison sèche, vous utilisez les réserves pour continuer à produire, ou bien on attend, on sait bien. Vous savez ce que je veux dire? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si vraiment vous êtes sérieux et que vous voulez savoir comment faire, allez-y demander. Il y a des gens qui savent le faire. Ils ont aussi des systèmes de contrôle qui leur permettent de suivre en permanence la production. Ils ont des systèmes de secours qui sont déjà en place. Ils ne vont pas installer des systèmes de secours après que le problème se soit posé. C'est ça que moi j'appelle les compétences transversales. C'est-à-dire que vous prenez quelque chose qui est une pratique normale dans une industrie, qui est l'industrie pétrolière, et vous l'appliquez dans quelque chose qui est important pour vous. Mais, pour revenir encore sur l'histoire du livre, il faut avoir envie d'apprendre pour pouvoir le faire. Mais si vous estimez un peu que vous savez tout, et qu'il n'y a que vous qui pouvez résoudre le problème, eh ben ça rend les choses plus difficiles pour apprendre des autres. Merci. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous faire bien sûr l'honneur de lire l'urgence d'agir maintenant. Non, il n'y a aucun problème. Allez-y. L'urgence d'agir maintenant. Le Gabon dispose de tous les atouts nécessaires pour mettre en œuvre avec succès une politique sur le contenu local. Par conséquent, il est impératif d'agir dès maintenant, pendant que l'industrie pétrolière a la dimension économique et les ressources nécessaires pour le faire. En 2022,
l'industrie pétrolière continue de jouer un rôle crucial dans l'économie du Gabon, assurant 45% des revenus du budget de l'État et contribuant de manière significative à la richesse nationale, représentant 50% du PIB, bien au-dessus de tous les autres secteurs économiques. La mise en œuvre d'une politique du contenu local est un projet structurant à moyen et long terme, avec comme principale composante le développement des capacités locales de nombreux acteurs et une prise de conscience collective des efforts à consacrer par toutes les parties prenantes pour assurer le succès. Guy Kassakoumba, c'est un travail de longue haleine, ce texte. Comment vous avez fait des recherches? Est-ce que vous vous êtes limité à vos connaissances, à ce que vous offrez les statistiques voilà, de toutes les structures? Disons que la raison pour laquelle je me suis mis à écrire ce livre, c'était parce que je cherchais un sujet qui soit lié à mon secteur économique, là où j'avais vraiment une expérience, et puis je voulais quelque chose qui soit vraiment utile, quelque chose qui puisse vraiment donner un sens par rapport à moi-même. Et donc, il faut savoir que même quand je travaillais encore à Shell, dans les entreprises, comme Shell en particulier, le contenu local est un sujet dont on discute. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations que j'avais parce que ça faisait partie de certains projets dans lesquels je travaillais. Et puis, ce sont aussi des sujets qui m'intéressent, les sujets sociaux, économiques. Donc, après, c'était simplement une question de comment le présenter et l'angle à prendre pour que ça puisse avoir un intérêt par rapport au lecteur et par rapport à notre pays. Et je dirais que la situation que nous avons actuellement, dans laquelle au niveau du pays, il y a comme une espèce d'élan de pouvoir un peu revoir un certain nombre de sujets qui étaient figés, c'est aussi une bonne opportunité de se reposer ces questions en se disant mais oui, bon voilà, ça fait mise en compromis du pétrole, ça nous rapporte des revenus, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce qu'on peut faire mieux? Et je dirais même que pour moi, il faut qu'on arrête de regarder uniquement la partie qui concerne les revenus que l'on verse à l'État, pour regarder tout le reste, surtout la partie développement des compétences. Tous ces gens que nous formons, qui sortent de ces industries qui peuvent être bien formés, est-ce qu'on ne peut pas les réutiliser ailleurs? Même si on ne peut pas les réutiliser, est-ce qu'on peut au moins prendre leurs compétences? Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, des sujets, vous avez tout à l'heure évoqué le sujet de l'hygiène et de la sécurité. Mais la sécurité est un grand sujet dans les compagnies pétrolières. Mais comment on l'utilise maintenant ensuite après dans nos vies de tous les jours? Si ça reste simplement un sujet dans les entreprises et qu'ensuite nous ne pouvons pas les prendre et les appliquer dans nos vies de tous les jours, c'est quand même un peu dommage. Hein. Donc il y a aussi cet aspect-là qui, à mon sens, est important. Bien sûr. Et vous faites bien sûr de mentionner le côté de la sécurité. Récemment, il y a eu un événement malheureux au niveau de Perenco. Oui. Vous qui êtes mieux aguerris, vous êtes mieux outillés. Est-ce que ces industries pétrolières regorgent des qualités en fait de la sécurité? Est-ce que nous sommes outillés? En réalité, nous sommes outillés. La plupart des gens qui bossent dans les sociétés pétrolières, surtout pour nous qui avons, je reviens encore, qui avons travaillé dans les sociétés internationales, la sécurité, c'est un sujet de tous les jours. C'est un sujet qu'on vous enseigne. Je vais vous donner un exemple concret. Quand je travaillais à La Haye, c'est-à-dire en Hollande, on était dans un immeuble, il fallait qu'on prenne l'escalier pour aller aux étages. C'était interdit au personnel, quand on prenait les escaliers, obligé en montant de tenir la rampe. Parce qu'ils avaient remarqué que statistiquement, si vous trébuchiez, vous allez vous faire mal. Donc, je prends l'exemple de l'obligation de tenir la rampe pour vous montrer que même si on nous obligeait de tenir la rampe, vous imaginez bien que quand on était dans des opérations plus sérieuses et dangereuses, on avait des procédures qu'on devait respecter. Hein. Donc, et ces procédures n'étaient pas, comme on appelle, négociables. On avait ce qu'on appelait les 12 règles pour sauver la vie.
Si vous ne respectiez pas ces règles, on vous enlevait de la société. Vous étiez obligé de respecter ces règles. Donc, pour revenir par rapport à l'exemple malheureux que le pays a vécu, est-ce qu'un tel accident est évitable? La réponse est aussi oui, parce que ça dépend des procédures qui sont en œuvre dans la société pour faire en sorte qu'on évite d'accidents, surtout lorsqu'il y a des morts de personnes. D'accord, merci beaucoup. Donc, les amis, toujours en compagnie de Gikassa Koumba, l'opportunité économique inexploitée du Gabon. Gikassa Koumba, est-ce que moi, je me pose un peu parce que vous avez parlé de Shell, on a parlé de Perenco, qui sont voilà, des sociétés étrangères. Et je me suis posé la question de savoir quel rôle les entreprises étrangères opérant dans l'industrie pétrolière au Gabon peuvent-elles jouer pour soutenir le développement du contenu local. Donc, elles peuvent le faire de plusieurs manières. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, je considère que c'est même la partie la plus importante, c'est la formation des compétences locales. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vraiment beaucoup de Gabonais compétents et que ces Gabonais peuvent créer de l'entreprise, je pense que c'est là où on a le plus gros impact. Le deuxième impact, la deuxième contribution, c'est qu'elles doivent aussi donner des contrats. C'est-à-dire, elles doivent permettre à une petite compagnie qui démarre d'avoir accès à des contrats pour qu'elles puissent se développer elles-mêmes. Donc, elles peuvent vraiment jouer un rôle majeur dans ces deux choses. Développement des compétences et puis fourniture des contrats pour développer les entreprises. Merci. Alors, en 30 ans d'expérience, quel bilan établissez-vous? Je dirais que la chose la plus importante que j'ai pu, d'abord sur le plan personnel, à dire en fait de ces 30 ans d'expérience, c'est, je dirais, les compétences que j'ai pu développer. Et le fait que j'ai vraiment réalisé qu'à la fin, tout est avant tout un problème de compétences. Si on ne résout pas le problème de la compétence, c'est compliqué de résoudre les problèmes après. Je dirais que et c'est aussi d'ailleurs pourquoi, au fond de moi, je ressens ce fort besoin de partager ça. Le fort besoin de partager l'expérience que j'ai moi-même vécue pour dire que bon, c'est possible aussi pour l'autre, je suis sûr, peut-être dans d'autres industries, dans d'autres secteurs, qu'il y a d'autres personnes qui ont des compétences comme ça, que ces personnes peuvent partager avec les autres et qu'elles servent à quelque chose. Et je pense que l'écriture d'un livre est un moyen d'ouvrir cette discussion pour dire aux gens que si nous avons des compétences, si nous les mettons au service de notre pays, pas que les compétences politiques, parce que souvent les compétences, nous on parle là maintenant des compétences, surtout dans le domaine du développement des entreprises, pour créer des richesses. Les gens doivent maintenant se déterminer, mais il faut aussi que les gens comprennent que c'est aussi un travail personnel. C'est pas quelque chose comme, oui, il y a quelqu'un qui va penser pour vous. Vous devez vous-même, un peu comme vous avez décidé dans votre émission, créer votre émission, la commencer petit, et puis petit à petit, faire agrandir votre émission. Donc c'est ça, il faut des gens qui prennent des initiatives et qui ont envie de faire des choses. Les livresques, l'opportunité économique inexploitée du Gabon, le contenu local dans l'industrie pétrolière. Le texte sera bientôt disponible, donc rendez-vous fin mai. Il suffit juste de contacter Gikassa Koumba au numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Alors Gikassa Koumba, nous sommes arrivés au terme de ce bel échange. À votre mot de la fin. Écoutez, moi, je vais plutôt vous remercier. Et je voudrais surtout vous encourager à poursuivre dans votre initiative. Je trouve que c'est très génial de voir des jeunes personnes comme vous travailler dans un domaine aussi difficile. Vous savez, la lecture, le livre est un sujet quand même qui n'est pas courant dans notre société. Donc, voir des gens qui choisissent ces sujets et qui essayent d'intéresser les gens à ces sujets, c'est quelque chose qui est très louable. Donc, je vous encourage. Et j'espère simplement qu'on va continuer, que je serai invité une prochaine fois pour un prochain livre. Merci beaucoup. Voici les livrets, c'est par ici que s'achève ce bel échange. Gikassa Koumba rappelle l'importance cruciale du contenu local dans l'industrie pétrolière du Gabon pour assurer un développement économique inclusif et durable. Son essai met en lumière les possibilités à saisir pour que le Gabon puisse tirer pleinement profit
de ses ressources naturelles et promouvoir l'essor des acteurs locaux dans ce secteur stratégique. L'auteur nous invite à repenser les politiques économiques et industrielles pour favoriser une plus grande participation des entreprises gabonaises et des travailleurs, bien sûr, locaux dans l'industrie pétrolière. En fin de compte, voilà, c'est en valorisant le potentiel des ressources humaines et en favorisant l'émergence d'une économie locale dynamique que le Gabon pourra véritablement bénéficier de son secteur pétrolier. Nous remercions chaleureusement Guy Kassakoumba pour ses insights inspirants et stimulants qui appellent à l'action et à la réflexion pour un avenir économique plus prospère et équitable au Gabon. Merci à vous, chers livresques, de nous avoir suivis jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas les gestes viraux. On like, on commente et on partage la vidéo de peur de nous fâcher. Ciao. Coucou à toi, Harley.